NBA, les gars, finale de conférence, il s'est passé ce qu'on avait prédit. En tout cas, pour ma part. Je sais pas pour vous. Ça n'a pas changé. Hein. Les mecs qui ont pris les 2 premiers matchs, les équipes qui ont pris les 2 premiers matchs de la série ont remporté les séries. Donc, beaucoup de choses à en dire. Qu'est-ce que vous voulez? Qui veut commencer? Vas-y, Mills. La jeunesse. On a donc déjà deux finales de conférence qui sont une qui s'est terminée assez rapidement. On parle de OKC, Minnesota. Pour moi, il y avait quand même une différence de niveau entre les 2 équipes. Oh mon Dieu. J'estime que vraiment OKC, ils étaient vraiment sur la continuité de ce qu'ils ont proposé cette année, c'est-à-dire une très grosse défense, un très gros collectif. On a vu même si Shai a été élu MVP pendant la série, qu'il tourne à 31 points de moyenne, mais je pense qu'on l'avait déjà dit dans certaines émissions, même si on enlève Shai, je suis même pas sûr que OKC perde la série, tu vois. Ouais. Et alors perdre la série, là tu à 0-0 hein, oui non mais perdre la série, c'est quelque chose sur lequel on peut pas avoir de certitude, mais il est clair que tu peux poser cette question dans le sens où quoi qu'il arrive, elle serait restée compétitive. Je pense aussi, ouais. Je trouve que c'est une très belle équipe qui est très jeune, qui va en finale, ils ont une moyenne d'âge de 24 ans. De 24 ans, je crois 23-24 ans. 24, c'est la 2e équipe la plus jeune de l'histoire à être en finale NBA. Après les Trailblazers 77 de famille Bill Walton qui battent Julius Erving. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais il y a un collectif qui est, pour moi, il y a une profondeur. Jalen Williams, on a aussi Chet, on a aussi Alex Caruso. Parce que c'est le plus vieux, il a 31 ans, mais c'est le OG. Le seul qui a fait une finale NBA ici, le seul qui a une bague. C'est ça qui va être intéressant aussi. Une équipe qui lâche pas. Une équipe qui a envie. Et, on en parlait aussi avec Flexstar aussi en off, hein. On sent que c'est la fin aussi d'une ère en NBA. On sent que, généralement, on disait, oui, il faut peut-être des anciens, il faut peut-être un Big Three, il faut peut-être tout ça. Et je trouve qu'avec OKC, avec cette équipe-là, non. Ça me rappelle un peu le OKC, de Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden en 2012. C'est une jeune, jeune garde. Voilà. Et qui est arrivée, qui voulait tout prendre. Cette équipe-là, je la sens pareil. Ouais. Maintenant, Minnesota, malheureusement, Anthony Edwards, moi, je trouve que aussi vers la fin de la série, les matchs importants, je l'ai pas trouvé bon. On sait qu'on veut le mettre comme le futur visage de la NBA. Ça va passer par des match-ups comme ça. Même si ton équipe perd, normalement, tu dois quand même ressortir du lot. Et malheureusement, il n'est pas sorti du lot. Julius Randle qui s'est éteint au plus mauvais moment de la série. On voit des matchs catch avec des pourcentages catastrophiques des leaders. Et moi, c'est compliqué parce que il y avait moyen de faire quelque chose. Minnesota, c'est pas comme si c'était jamais allé en finale de conf. L'année dernière, c'était finale de conf pour Minnesota, hein. C'est la 2e année constituée qu'ils y retournent. Et même si OKC est meilleur, je trouve qu'il y avait une meilleure prestation à faire. Un Rudy Gobert, par exemple, qui avait, par exemple, contre les Lakers, qui avait quand même sorti son épingle du jeu à un moment donné. Moi, c'était Will Chamberlain, carrément. Mais, voilà. Et là, cette série-là, malheureusement, comme le disait Angelo, c'était très compliqué pour lui. Voilà, c'était très compliqué pour lui. Il a quasiment pas été existant, hein. Faut dire ce qu'il est. Même Nasri, des joueurs qui apportent, notamment. C'est tout Minnesota qui s'est éteint au fil de la série et c'est une victoire totalement méritée pour OKC. Ouais, clairement. Clairement, faut le rappeler, hein. OKC a gagné 68 matchs, hein, tu vois, donc. Oui, mais quand tu penses que les Warriors ou les Bulls, c'est pas très loin, hein. C'est pas très loin. 72, etc. À partir de 68 victoires, je crois que la seule équipe qui a perdu, je crois, c'est les Warriors, hein. Ou peut-être une autre équipe, peut-être Boston, dans les 70, mais normalement, ils partent déjà, ils ont plus de 80 victoires. En fait, c'est comme je dis, hein, je répète, c'est dans la continuité, hein. C'est 4-0 contre Memphis. Ça a été Denver 4-3. On a vu, c'est pour moi la meilleure série des playoffs, hein, à l'heure actuelle dont on parle. Et, là, un 4-1 assez rapide. Avec un jeu où nous pas... juste pour rebondir sur ce que tu as dit, la plus belle série de ces playoffs, on avait quand même le sentiment que quiconque sortait vivant de cette opposition était le favori pour le titre. C'est clair. Voilà, donc tu vois, Denver, qui avait retrouvé un peu son basket, même s'il manquait de profondeur en comparaison à OKC, on peut quand même, voilà, avec le MVP de la saison, n'en déplaise aux fanatiques de Shai, sachant que Shai est un joueur exceptionnel, mais une fois de plus, quand tu regardes le comparatif vis-à-vis de l'impact de l'un sur son équipe comparé à l'autre, on a une équipe d'OKC qui est beaucoup plus équilibrée, qui est beaucoup plus apte à maintenir la pression et à moins subir en l'absence de son scoreur, puisque c'est une équipe qui défensivement peut verrouiller, c'est une équipe qui a
aussi un deuxième All-Star. N'oublions pas que du côté de Denver, il n'y a pas de deuxième All-Star. Jokic n'a jamais eu de coéquipier All-Star. Même si Aaron Gordon a fait d'énormes progrès, notamment au niveau de son adresse extérieure. Même si Brown a vraiment passé un cap il n'a pas été All-Star, Jamal Murray? Jamal Murray, non? Non, il n'a jamais été All-Star. Non. Et en plus, quand on y pense, Jamal Murray, quand on regarde au niveau de l'organigramme de Team Canada et donc des joueurs dominants en sélection, il sortait du banc, Jamal Murray, avec Team Canada. Donc, on l'a vu d'ailleurs notamment au JO à Paris. Donc, si vous voulez, en passant de ça, c'est pas pour rebasculer sur Denver, mais c'est vraiment pour rebasculer sur cette équipe d'OKC. Là où il y a un vrai danger, c'est que malgré le fait qu'on ait un MVP avec Shai, on parle vraiment d'une équipe d'OKC qui est trop profonde. Il y a trop de qualité, il y a trop d'options. Et c'est pas forcément des options où tu te dis que t'as beaucoup de mecs capables de claquer 30 points. C'est pas le cas. Non. Mais t'as un petit peu à l'image de Indiana, 7, 8 mecs qui vont t'amener un écho. Et j'avais fait je veux pas bifurquer tout de suite sur la série d'Indiana parce qu'on va débriefer en long et en large. Mais t'as 8 mecs du côté d'Indiana à 8 points et plus. Et c'est là où tu sens que pour pouvoir battre les équipes avec une telle profondeur, avec une telle densité, il faut que tu aies un plan de jeu qui soit extrêmement costaud. Et pour contrecarrer ça, soit tu dois avoir une adresse de folie. On a vu, dès que Minnesota a eu de l'adresse, ils ont été en capacité de battre OKC. Oui, justement, c'est la dépendance de l'adresse aussi. Et autre chose aussi, je trouve que le jeu aussi de Shai aussi est assez intéressant parce que certes, on dit qu'il cherche beaucoup de lancers francs aussi, mais c'est beaucoup de jeux à mi-distance. Merci. Voilà, là où c'est intéressant aussi, parce qu'on peut en parler aussi pour Jalen Brunson, on a au moins des joueurs qui arrêtent cette dépendance à 3 points. On l'avait vu avec à un moment quand ça allait pas trop de la série contre Denver ou qu'ici des fois se mettent à tirer à 3 points abondamment alors que c'est pas leur jeu. Ouais. Je trouve que justement là ce qui est intéressant c'est que il y a plusieurs armes. C'est pas comme par exemple Boston, on l'avait dit, Boston c'était beaucoup de tirs à 3 points et là ça les a tués. Houston aussi en 2018, on connaît la grosse équipe avec Harden, Chris Paul ou qui se sont tués au game 7 en ratant 3 points. Là je trouve que les superstars comme Jalen Brunson ou encore Shai, avec leur puissance à 2 points à mi-distance, sont en train de changer aussi la NBA, la dynamique du jeu. Et j'espère que à longue durée aussi, parce que j'avais vu ça aussi sur Internet, je sais plus qui en parlait, j'espère aussi que la jeune génération, parce qu'on sait très bien que c'est eux qui ont été beaucoup impactés, je pense que tu sais, comme tu coaches aussi, ils ont été beaucoup impactés par ce truc-là, il faut absolument tirer à 3 points. Ouais, bien sûr. J'espère aussi que cette génération-là vont regarder aussi ces finales, on en parlera un peu après, qui regarde aussi cette équipe d'OKC et voir aussi qu'il n'y a pas que le jeu à 3 points qui permet d'être une bonne équipe. Amen. Non, mais ça, les gars, c'est aussi à une échelle individuelle. Moi, j'envoie un message à tous les entraîneurs qui regardent l'émission et à tous ceux qui sont un minimum à l'écoute de ce genre de discours. J'ai été un grand défenseur de Nikola Jokic et vous le savez. Vous savez que mon vote pour le MVP, c'est Jokic. Mais par contre, ne croyez pas en aucun cas que je ne suis pas un kiffeur du jeu de Shai. La seule chose que je déteste chez Shai, c'est sa propension à être trop dans le théâtral et dans les recherches de fautes un peu fictives. Après, ça c'est chiant. Ça c'est juste c'est chiant. Après faire la pipo Inzaghi, tu vois. Oui, c'est des relous mais super efficaces. Ça fait partie du personnage, mais par contre au niveau de la mastery du mid-range, que ce soit Brunson ou Shai, mais je suis tellement heureux qu'un mec à cette échelle-là, puisqu'il est MVP de la ligue, au moins on va pouvoir regarder le verre à moitié plein. Il est MVP de la ligue en faisant la promotion du jeu d'alternance, du jeu mid-range, du jeu où la mi-distance reste son point fort principal. Exactement. Et il est absolument injouable. On a pu l'observer notamment lors des JO. C'est peu importe le type de défense que vous lui lancez, il va trouver ses espaces, il va trouver ses spots. Et c'est là où on peut faire un parallèle avec un mec comme Kobe Bryant par exemple. Kobe exprimait toujours le fait que le shoot le plus important. Kobe exprimait toujours que le shoot le plus important au basket, c'est le pull-up jumper. D'accord ? Et on sait que Kobe, en comparaison à Michael, a beaucoup plus utilisé le tir à longue distance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait sa pointe à 80 et tout ça. Mais il disait que quoi qu'il arrive,
ça rebasculait, les gars, sur du tir à mi-distance. De dribble, à gauche, à droite, sur du curl, du catch and shoot, de l'isolation, du post-up. Quoi qu'il arrive, on va se retrouver sur des situations de tir mi-distance. Et c'est là où le match se joue. Quand Kawhi Leonard, il est injouable, c'est sur du tir mi-distance. Bien sûr. Parce que tu ne peux pas survivre qu'avec du tir à 3 points. Et le seul qui a été capable de faire mentir cet adage, c'est Steph Curry. Mais il y en a combien des Steph Curry sur ce encore, il a pas pris tout. Il a pas tout pris. Il a pas pris toutes ses finales. Mais on disait qu'on pouvait pas gagner que par l'attaque. Ouais. Et il a démontré que quand on a une attaque à un tel niveau d'excellence, on pouvait tout de même arriver à ses fins. Mais il y avait quand même pas mal de choses derrière. Et puis il était pas seul. Il avait aussi un des 3 meilleurs shooters de l'histoire avec Klay Thompson à côté de lui. Parce que quand t'as Klay Thompson et Steph Curry qui font tous les deux partie des 3-4 meilleurs shooters de l'histoire, avec Steph étant le meilleur. Et après, quand tu rajoutes aussi Kevin Durant aussi, comme on le sait. Et puis t'as Kevin Durant. Qui arrive. Après, voilà. La grosse défense de Draymond, etc. Non, c'était une équipe incroyablement construite et ils ont pas volé leur titre. Mais moi, je veux souligner, j'écoutais tout ce que vous avez dit. Moi, je veux mettre un point d'honneur pour souligner, comme tu l'as dit, un changement de paradigme où c'est le collectif qui gagne. Parce qu'on a tendance à l'oublier dans l'individualisme qui se crée dans le sport avec une superstar derrière laquelle qu'on abreuve de ballons, derrière laquelle on se place tous. Là, c'est le... Tu regardes par exemple chez OKC, comme tu l'as dit. T'as du Jalen Williams, t'as du Chet Holmgren, t'as du Hartenstein, t'as du Lou Dort, t'as du Wallace. Tous ces mecs-là, ils mettent, comme tu l'as dit, 8 points ou plus. C'est-à-dire que même Shai, quand il est dans un jour, tu sais, des fois, il peut faire un match à 22, 25 points. C'est bon, tout le monde met ses points, etc. Et les mecs, tout le monde s'éclate. Et tu sens que les mecs prennent du plaisir. Ça fait pas des équipes de frustrés où tout le monde donne la balle à la superstar et c'est relou. Parce que le jour où la superstar, comme Kobe disait sur James Harden, en playoff, c'est facile à défendre. On t'éteint toi, c'est bon, c'est fini. Mais justement, c'est là où James Harden avait dit à un moment que lui, ça s'adaptait pas au système, c'était lui le système. Je sais pas quand il est arrivé à Brooklyn, je crois que c'était à ce moment-là. Et on l'a vu aussi avec Boston aussi l'année dernière, qui est une équipe assez collective. Mais qui était très dépendant à 3 points, parce que l'année dernière, tout marchait bien pour eux. Là, on a vu cette année, le bémol de cette équipe-là, c'est que malheureusement, quand les 3 points, ça rentre pas, malheureusement, le jeu n'est pas aussi beau que ça. Et même, je veux aussi souligner aussi la défense d'OKC, parce que... mais c'est leur qualité première. Hein. C'est ça, c'est l'arme numéro 1. C'est pour ça que je veux en parler, parce qu'on l'avait vu aussi dans le Game 7 contre Denver aussi, quand à partir du moment où ils ont commencé à dire, c'est fini, on va commencer à défendre. Et en fait, ils ont tellement d'armes défensives dans l'équipe, c'est ça qui est dingue, en fait. À l'extérieur comme à l'intérieur, on a vu même un Caruso qui chipait les balles à Jokic. En fait, c'est des morts de faim. Une clinique, il l'a fait. Et c'est des morts de faim. Et ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est qu'elle est très très jeune. Donc ça veut dire que là, il a sa 68 victoires à 23 ans de moyenne. Imaginez-vous encore avec de l'expérience. Tu leur donnes 3-4 ans en plus. Mais ça va être intéressant à voir en tout cas. Mais tu vois, une fois de plus, le collectif, quand tout le monde est impliqué, même en attaque, c'est plus facile pour les mecs de faire les efforts en défense. C'est-à-dire que tout le monde en train de kiffer, tout le monde en train de prendre du plaisir. On vous éteint ensemble en attaque et on vous éteint ensemble en défense. Et c'est important c'est pas à toi que je vais l'expliquer. C'est important d'impliquer tout le monde. Et faut le dire aussi, le travail du coach, justement, pour la cohésion, etc. Parce que on pense que ces choses-là, c'est un coup de baguette magique. On l'a vu dans le foot avec le PSG. Non. Des fois, c'est un coach qui est capable aussi de faire en sorte en fonction des forces en présence, de faire quelque chose de cohérent, faire en sorte que la mayonnaise elle prenne. J'aime beaucoup le parallèle que tu viens faire avec le PSG. On en a parlé en long et en large avec Al, avec Mills. On a fait notre petite conférence à 4 et on a discuté justement de la construction du succès du PSG. Pourquoi est-ce que ça a réussi au final? Tu viens de mettre un point essentiel en avant. Il y a la formule Luis Enrique. Il y avait Mbappé. Il y avait un effectif avec énormément de qualité, mais pas une alchimie au niveau de la volonté d'exécuter le plan de jeu. C'était très pyramidal. C'était très pyramidal. Et cette année, on a vu une réelle prise de conscience. Alors, ça n'a pas été là dès le début, mais à un moment donné, il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'OKC? OKC qui a atteint un niveau. Déjà l'année dernière, on se disait ça peut titiller les finales, hein, les gars. Ça devrait même au niveau talent. Mais il y avait la jeunesse. Est-ce qu'ils ont révolutionné l'effectif? Est-ce qu'ils ont tout chamboulé? Est-ce qu'ils ont viré le coach? Est-ce qu'ils ont commencé à tout casser? Non. Ok, si.
On peut dire ce qu'on veut avec Sam Presti, on peut dire ce qu'on veut avec le fait que oui, OKC, j'ai bien aimé Stephen A et les consorts qui ont commencé à l'ouvrir en disant oui, mais si jamais OKC ne gagne pas le titre cette année, il va falloir commencer à remettre en question. Fermez-la. Oh. Fermez-la. Oh. Parce que... Come on, Angelo! Come on, man! Non mais pourquoi? Parce que comme avec les Spurs, comme avec toute équipe, comme avec les Golden State Warriors, Mark Jackson a commencé la création de quelque chose que Steve Kerr est venu bonifier. Mais gagner, ça prend du temps. Gagner, ça se construit. On doit recruter, on doit construire, on doit convaincre, on doit stimuler, on doit maintenir. C'est du management et c'est aussi un facteur chance. Et c'est Unai Emery qui l'avait dit. Il a dit, à un moment donné, toutes ces petits détails, toutes ces petites subtilités qui n'ont pas souri au PSG, vont sourire au PSG éventuellement. Mais si tu veux toujours reconstruire de zéro, si tu veux toujours, comme tu dis, le coup de baguette magique, ça peut se faire avec les grosses signatures, ça peut se faire avec les grosses arrivées. On se souvient ce qui s'est passé du côté de Brooklyn. Ils ont ramené Kyrie, ils ont ramené James Harden, ils ont ramenné Durant. Ils ont essayé de le faire auparavant à Brooklyn avec Garnett, avec Paul Pierce, avec Joe Johnson. Ouais, des mecs finis. Mais ils étaient pas tant finis que ça. Mais le problème, c'est que t'arrives avec des gars où, au final, tu dois tout de même prendre le temps de construire le projet sportif. Moi, ce que j'apprécie par rapport aux Indiana Pacers, ce que j'apprécie par rapport à OKC, c'est qu'au final, on peut faire les critiques qu'on veut et on va pas être là en train de dire on saute dans le wagon simplement parce qu'ils viennent de gagner. Vous savez, on en parle souvent et on n'a pas encore eu l'opportunité d'en parler, mais vous êtes en coulisses avec moi, vous savez ce que je pense vis-à-vis du sujet et je le dis maintenant haut et fort derrière le micro. Moi, je suis un grand défenseur de la construction dans le temps avec de la régularité et surtout un turnover réduit. J'en ai parlé au niveau du basket français et tu le sais, on a eu des longues conversations à ce sujet-là. C'est vrai. Le basket français où chaque année, les équipes, il y a un turnover de 75-80%. T'arrives à peine à garder 2 ou 3 joueurs français. Tous les ricains, ils partent et t'as une nouvelle fournée de ricains qui arrive et puis on recommence et on espère qu'on va gagner le titre ou je ne sais pas quoi. Les équipes les plus constantes, les plus régulières au plus haut niveau sont les équipes qui ont une ossature depuis de nombreuses années et qui se bonifient et éventuellement ils trouvent la bonne recette. Combien de fois est-ce qu'un cuistot il est obligé de réadapter, il recommence sa sauce, il a dit non j'ai trop salé, ah non faut que je rajoute du lait, non faut rajouter ça prend du temps. Combien de fois, même pour les jeunes basketteurs, combien d'entraînements, combien d'échecs avant de savoir maîtriser son move. Le move, c'est pas comme si, c'est très très rare, le gars te montre un truc et tu fais ok, double in and out, cross, tu repasses de l'autre côté, tu dois apprendre comment placer ton corps, à quel moment spinner, à quel moment tu mets le coude, quand est-ce que c'est faute offensive, quand est-ce que c'est pas faute offensive. C'est de la découverte, c'est de l'apprentissage. Je suis pas en train de faire une conversation philosophique les amis, je suis vraiment en train de vous partager. Continue, on boit tes paroles là. Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que en tant que joueur, on le vit. En tant que joueur dans un effectif, on le vit. En tant que coach qui manage une équipe, on le vit. Il faut avoir un minimum d'opportunités de construire. Et bien entendu, si la sauce ne prend pas, ou s'il y a un problème, c'est après à l'équipe dirigeante d'identifier le fait que on n'est pas là. Mais Luis Enrique, pourquoi ça a marché à Paris? On lui a donné le temps de maintenir sa philosophie, de maintenir le projet. On lui a donné cette opportunité et ça a fonctionné. Je dis pas que c'était obligatoire que ça fonctionne, mais pour moi, il y avait plus de probabilité parce que le PSG, au final, ça a souvent été le problème. Et on n'est pas sur un podcast foot, mais au basket, pourquoi est-ce que les Spurs ont réussi décennie après décennie à retrouver le chemin de la gagne? Ils ont pas tout chamboulé tout le temps. La constance. Et même quand ils changeaient, c'était de façon... Et donc, ok, si, Sam Presti, il aurait pu céder à la pression en se disant « Ah, si je gagne pas cette année... ça va être ma tête. » Non, on a les bonnes équipes, on a la bonne équipe. Et puis le coach, ça passe bien. Et voilà, on a une équipe jeune. On va jouer comme une équipe de jeunes premiers. On va défendre comme des chiens de la casse. Et on va compter sur Shai, qui passe des paliers, qui avait besoin de prendre en maturité parce qu'on oublie que c'est un jeune loup lui aussi. Pas de jeu de mots avec les Minnesota, hein. Mais c'est ça l'idée. Donc voilà, c'est une sorte de lettre d'amour au basket collectif et une lettre d'amour à cette philosophie qu'on n'est pas dans l'obligation systématique de devoir tout casser pour reconstruire en pensant que ça va être meilleur simplement parce qu'on a pris des nouveaux jouets. Pour moi, il faut avoir cette volonté, cette capacité d'accepter le fait que la gagne, c'est un processus. Il y a 30 franchises NBA. Il y a un champion chaque année. Donc maintenant, on va pouvoir basculer sur la conférence Est et parler des Knicks, par exemple. Parce que ce que je suis en train de dire, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah oui, mais maintenant, les Knicks, il y a un autre
il y a une autre philosophie. Est-ce que Tom Thibodeau, c'est le bon coach ou Tom Thibodeau, c'est pas le bon coach? Moi, je pense que Tom Thibodeau, ce n'est pas le bon coach. Mais est-ce que l'effectif est bon? Oui. Écoute, donc, basculons un peu sur cette série-là. Écoute, juste pour finir, moi, je dirais que ces équipes-là, que ce soit les Pacers ou les Thunder, en fait, ils nous ont donné un peu une leçon de vie. C'est le collectif qui gagne, les gars. 10, c'est toujours mieux que 1. Le collectif, en fait, quand on monte un projet ensemble, on y croit, on se défonce les uns pour les autres, etc., etc., on arrive à faire des choses. C'est une leçon de vie, hein. Shout out Zimondo, comme le PSG, etc. La verticalité, on se fait confiance. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre ou de très peu, etc. Et regarde ce que ça donne. Là, quand tu regardes du côté des Pacers, tu vois comment la marque, elle est répartie. Tu vois, pour donner le MVP, on n'a même pas réfléchi. Enfin, pour le coup, on a réfléchi, mais tout le monde pensait que c'était Ali Burton qui allait le prendre. Finalement, c'est Siakam, parce qu'il a été énorme lui aussi. Et t'as des Naismith, des Turner, des Nembar, des Matura, enfin, tu vois ce que je veux dire. Flexa, je vais te laisser reprendre la main tout de suite, mais je veux juste mettre un truc en avant, les amis. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de stars dans une équipe. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de fortes individualités. Bien sûr que non. On dit qu'il faut qu'il y ait un projet collectif dans lequel ces individualités viennent se placer. Quand LeBron James gagne ses titres du côté de Miami ou qui gagne du côté de Cleveland, il y a malgré tout un LeBron James et un Kyrie Irving qui font la majorité du boulot aux yeux du grand public, et on regarde statistiquement et on dit ah mais les gars, c'est eux. Attention, les gros tirs, le travail de l'ombre, le travail défensif. Kevin Love sur son travail de relance, de verrouillage du rebond, de lien dans le collectif, les shoots à 45 ou dans le petit ou dans le corner qui élargissent la défense et qui permettent justement à des Kyrie Irving de prendre les intervalles, qui permettent à LeBron James de briller de son talent. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, il faut pas oublier que même si tu prends les Bulls de la grande époque, oui, Jordan tournait à 40 points par match en finale 93, certes, mais il y a tout un rouage autour de Jordan, toute la mise en place et le fait d'avoir des coéquipiers qui fassent exactement ce qui est requis pour appliquer l'attaque en triangle. Quand on parle des Lakers de la grande époque, du début des années 2000 avec le three-peat, tu peux pas juste dire c'est Kobe et Shaq, puisque Derek Fisher est absolument essentiel dans sa capacité à mettre les gros tirs. Tu vois, t'avais les shooters alentour qui permettaient d'écarter le jeu. T'avais bien entendu Kobe qui était le closer, mais c'est ça qu'on essaie d'exprimer, c'est que au plus haut niveau, quoi qu'il arrive, même si vous avez des MVP, même si vous avez les meilleurs joueurs de l'espace, un Jokic ou qui vous voulez, ça ne peut fonctionner, et c'est là où on voit les limites. Il faut bien qu'il soit entouré. Et puis, il faut bien qu'il y ait un coach qui fasse les bons ajustements. Et puis, il faut bien qu'il y ait une philosophie de jeu adaptée au personnel de l'effectif. Et c'est ça qui manque peut-être du côté des Knicks. C'est ça qui manque pas du côté des Pacers. C'est ça qui manque pas du côté d'OKC. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, quoi. Parce que, d'un côté, tu as le ISO Ball, les James Harden et même les Jalen Brunson maintenant. Et du côté de Boston, où on a été trop dépendant de Tatum, en train de tricoter avec le ballon ou de choses comme ça. Non, mais c'est clair. Mais c'est, comme tu le dis, c'est une ode au shoot mi-distance. Parce que voilà, c'est des shoots à plus haut pourcentage que les shoots à 3 points, même s'il y a des statisticiens qui vont vous dire que c'est mieux de balancer à 3 points, etc., etc. Ben, la preuve en est, quand ça rentre pas, ben, c'est fini. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, nous, on prône le basket collectif, et comme tu le soulignes, pour rebondir justement sur la série de New York, à un moment donné, l'ISO ball, Jalen Brunson, etc., il était fatigué, c'est humain. Et il te fait des perfs de dingue. Mais si, parce que tu as dit le bon coach, le truc, moi, je parle vraiment d'organisation, c'est-à-dire que du président au GM, au coach, aux assistants coach, il y a une philosophie qui doit être faite. Et pour moi, Thibodeau, clairement, coach de la défense, c'est très bien. Mais en attaque, faut varier un petit peu plus, faut ouvrir le banc, parce que la frustration, tu la lis sur les visages, la fatigue, etc. Tu vois, Mills, Flextam, un de mes consultants préférés, je pense que c'est un des mecs les plus brillants à la télé américaine. Ah, j'ai cru que tu parlais de Mills. C'est un de mes préférés, mais en France. Mais à la télé américaine, c'est Jason Williams.
Ok, je parle du Jason Williams, ancien de Duke, numéro 1 de la draft, Bulls, accident de moto et tout ce qui s'est passé. Mais c'est un des consultants les plus justes, les plus intéressants. J'adore l'écouter et il met en avant toujours des choses qui je pense, sont on the money. Il parle que Tom Thibodeau, il est excellent quand il est question de coacher l'attitude, tu vois, de créer une culture de toughness, la bagarre. Ouais. Voilà. Il crée cette culture-là, la toughness, comme tu dis. Tu regardes ses équipes du temps des Bulls, tu regardes son équipe maintenant à New York. Il y a une attitude, il y a cette culture. La défense, tout ça. Par contre, le management des corps, pensons un petit peu à la saison régulière. Tu vas rebondir là-dessus, Mills, mais on pense à la saison régulière. Vous pouvez pas me dire qu'on pouvait pas, pendant la saison régulière, donner un petit peu plus à manger aux autres mecs, que t'as Bridges, et on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, qui dit, mais si il y a 2 jours, t'as vu, ils sont là, ils savent jouer au basket, hein, tu vois, ils ont 2 jambes, 2 bras. Et quand on regarde la gestion d'un Carlisle, qui lui fait une masterclass au niveau philosophie basket, responsabilisation de l'intégralité de son effectif, maximisation du potentiel de ses joueurs aussi, hein, parce que, sur papier, le 5 le plus fort entre les deux équipes, ça reste celui des Knicks. C'est vrai. C'est pas celui des Pacers. Qui avait l'avantage du terrain? C'était les Knicks. Qui fait une saison régulière meilleure sur papier? Ce sont les Knicks. Donc, est-ce que toi, Mills, tu penses que Thibodeau est l'homme de la situation est l'homme de la situation du côté de New York? Pour moi, il y a plusieurs choses à mettre en valeur dans cette équipe où déjà, il y a une victoire. En fait, il y a déjà une bataille de coach déjà dans cette série qui a été remportée par Rick Carlisle. On sait très bien que c'est un coach qui est très réputé, qui est très apprécié aussi en NBA. Ouais. Et du coup, revenir en finale NBA avec Indiana 25 ans après la finale en 2000, on le sait, contre les Lakers, c'est quelque chose d'assez grand parce qu'on a vu justement une équipe d'Indiana qui est agréable à voir jouer. Oui. Voilà. Je pense que Indiana, c'est pas l'équipe la plus sexy de la ligue, hein, on va pas se mentir. Non, je pense pas qu'on se lève à 2h du matin pour dire, il y a Indiana, je vais regarder. Mais ce qu'on a vu, pourquoi pas. Peut-être maintenant. Vous faites autre chose à 2h du matin. Mais ce que je veux dire, c'est que, ah bon? Vous dormez, les gars. Non, vous dormez. Vous levez tout le matin. Plutôt, hein. Toi, t'es un zooker, c'est ça? Je pense pas. Il y en a qui jouent Zouka à Châtelet avant, apparemment. Mais bon. Des attaques personnelles comme ça, un truc, on a des enfants. Je plaisante. Bon, en tout cas, pour dire que c'est une équipe agréable à voir jouer. Et pour moi, la série, elle a basculé après le game 1. Et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, une série de playoffs, tout détail est important. C'est-à-dire que quand tu perds un match 1, on l'a vu, hein, avec une remontée où New York ne devait jamais perdre le game 1 à domicile. Tu le sens que même dans le game 2, ils sont encore atteints psychologiquement. Ouais. De se dire, on a perdu le game 1. C'est pas comme la série avant où Boston, c'est eux qui perdent la série. En vrai, ils la perdent, etc. parce que c'est une équipe qui est supérieure. Indiana et New York, c'est une équipe qui a des niveaux similaires. Ouais. C'est-à-dire que soit ça l'a en game 6, soit ça l'a en game 7, mais ça joue sur des détails. Ça joue par quoi? Par le niveau incroyable de Pascal Siakam pendant cette série. On oublie que c'est un champion NBA. Il a déjà gagné le championnat en 2019. Il avait déjà été incroyable, un excellent lieutenant de Kawhi Leonard. Il avait fait d'excellentes finales. Le maître mot, c'est ce que je viens de dire. On oublie. Oui, voilà, on oublie. Et Draymond Green a dit que l'un des match-ups qu'il a perdu et qu'il assume, c'était contre Pascal Siakam en 2019. Le Camer est solide. 25 points de moyenne, MVP de la finale de conférence. Là aussi, Tyrese Haliburton, il faut quand même lui donner ses fleurs parce que on l'a beaucoup critiqué, de sur côté. Là, il fait des playoffs exceptionnels, il faut dire ce qu'il est. Clutch à souhait. Il fait un game 4 en triple-double, plus de 30 points, 15 passes, à 0 perte de balle. À ce niveau-là, ça reste incroyable. C'est un match parfait. Et avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Parce que Haliburton, ça fait un moment qu'il est All-Star, ça fait un moment qu'il est dans les NBA teams, et ça fait 2 années consécutives qu'il fait partie des gens qui amènent son équipe en finale de conf, et là, maintenant, en finale NBA. Qu'est-ce qui manque à Tyrese Haliburton pour passer le cap d'être une superstar dans la ligue? Parce que, en soi, même si il ne score pas énormément, ça reste quand même l'un des meilleurs passeurs de la ligue, voire le meilleur passeur. Ça reste un des meilleurs meneurs aussi, l'air de rien. Mais qu'est-ce qui manque à ce joueur-là pour être une superstar de la ligue parmi les 10 meilleurs joueurs de la ligue?
Alors, moi, je pense qu'il n'a pas cette considération-là parce que c'est un peu un délit de faciès. Ce que je veux dire par là, c'est, bien entendu, je parle pas de son visage, c'est métaphorique pour parler de l'esthétique de son jeu. Son shoot, il est un peu dégueu, même s'il est très efficace. Son dribble est pas particulièrement spectaculaire. C'est un bel athlète, mais c'est pas le mec qui va te mettre des tomards sur des grands gabarits à la Ja Morant ou ce que tu veux. Au niveau même de sa personnalité, je veux dire que sa morphologie, peu importe ce que vous voulez, il y a une sorte de délit de faciès d'une certaine manière par rapport à l'appréciation que puisse avoir le grand public d'un mec comme ça, qui joue à Indiana, on peut dire... Vous pouvez dire que c'est que je bifurque et que je dis n'importe quoi, mais il faut comprendre la culture américaine. Bifurques et tu dis n'importe quoi. mais il faut comprendre la culture américaine. Il faut avoir baigné dedans et pas simplement par proxy. Il faut avoir baigné dedans de manière concrète. J'ai vécu 6 ans aux États-Unis. Mon réseau d'activité, il est aux États-Unis depuis maintenant plus de 20 ans. Ça fait 25 ans. Quand tu comprends pourquoi les mecs deviennent du jour au lendemain des stars nationales. Des stars. On l'a entendu. mais comment ces mecs-là arrivent à devenir légendaires? Tu vois un Sébastien Telfair. Tu vois un Brandon Jennings en high school. Qui sont des noms qui encore aujourd'hui résonnent dans le basket américain, alors que à l'échelle du supporter de NBA lambda dans le monde, ça peut être en France ou ailleurs, tu t'en souviens pas particulièrement de ces mecs-là. Mais ces mecs-là, dans le basket américain, quand tu mentionnes leur nom, ça reste des noms qui résonnent de manière forte. Voilà. Un Michael Beasley, par exemple, qui est apprécié dans le microcosme du basket français. Ah ouais, Beasley, ouais, il était fort le gaucher là. Les gens ne comprennent pas le niveau de ce mec-là. Il avait un niveau incroyable avant que Exactement. Malheureusement... Et tu vois, un Michael Beasley, ça peut être l'attitude, ça peut être la personnalité. Il y a plein de choses qui ont fait le manque d'éthique de travail, la nonchalance. Il y a plein de choses qui ont fait qu'un Michael Beasley n'est pas explosé. Tyrese Haliburton n'a pas forcément les mêmes problèmes qu'un Beasley. Mais quand tu regardes son jeu et quand tu regardes pourquoi les mecs sont adulés, pourquoi les mecs sont aimés, White Chocolate n'a pas fait la moitié de la carrière d'Haliburton. Pensez à ce que je suis en train de dire là maintenant et dites-moi si vous êtes d'accord ou si ça a sens ce que je dis. White Chocolate, Jason Williams, version Babtou, a fait une carrière qui, dans l'imaginaire des gens, est beaucoup plus impactante qu'un Haliburton. Non pas par le palmarès, mais par rapport au style de jeu. Quand tu regardes meneur de jeu, tu dis « Oh non, mais attends, les passes de Jason Williams quand il était à Sacramento, oh là 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 !» Alors que Jason Williams ne se rapproche même pas un tant soit peu du niveau de jeu d'Haliburton à l'heure actuelle, qui est en train de le faire sur la plus grande scène, finale de conférence Est. Il fait 3 triples-doubles, 4 doubles-doubles. Il tourne à des moyennes, je ne veux pas me tromper dans mes chiffres, 21, 6 et 10,5 passes d'ess et 2,5 interceptions pour moins de 2 ballons perdus par match. C'est un truc de fou. Donc, Jason Williams ne s'est jamais rapproché de ce genre de performance, même en saison régulière. Et pourtant, dans l'imaginaire des gens, tu dis, tu prendrais qui? Tu prends Haliburton ou tu prends Jason Williams? Et je peux te dire que 95% des gens vont être en mode... Ils vont se poser la question, alors que la question se pose même plus en fait. Il n'y a même pas de question à se poser. Haliburton est plus grand, défensivement il est meilleur, athlétiquement il est meilleur, au niveau du shoot il est meilleur. Je veux dire... Plus régulier, mais dans l'esthétique, tu vas regarder White Chocolate et tu vas dire, non mais White Chocolate, Angelo, la passe dans le dos, les passes dans le dos, le T-jeu, le flow, C'est ça que j'essaie d'expliquer. Pourquoi est-ce que quand tu parles de superstar, c'est ça qui manque à Haliburton. C'est délit de faciès, c'est sa dégaine, c'est son corps un peu de lâche, c'est son T-jeu cassé. Sa provocation, c'est l'attaque sur le physique. Non, mais c'est pas un attaque physique, mais regarde l'athlète que c'est. Regarde ses bras. C'est pas un mec dessiné, costaud de ouf, il a des bras un peu fébriles. Ça rappelle un peu Reggie Miller, un peu, hein. C'est Reggie Miller, tout simplement. C'est pour ça que, justement, j'allais en venir, parce qu'en fait, eux, c'est des joueurs qui... J'allais y venir. Oui, j'allais y venir, pardon, excuse-moi. C'est le Becherel. Parce que c'est des joueurs qui ont excellé, justement, en play-off, qui ont des moments, parce que Tyrese Haliburton, cette année-là, il a nous donné des moments
historique dans l'histoire d'Indiana. On sait que Reggie Miller, c'est pas forcément un joueur qui était niveau MVP en saison régulière, mais on sait qu'en playoff, c'était son dada. On sait qu'en playoff, il se transformait. Et ce que j'aime bien chez Haliburton, c'est qu'il a montré là que, en saison régulière, on met pas parmi le top 5, top 10, mais en playoff, on va compter sur moi parmi les meilleurs meneurs de la ligue. Là aussi, je voulais en venir aussi avant de vous laisser la main. Le collectif aussi des Pacers. Je voulais en venir parce que par exemple, un Thomas Bryant qui a été le facteur X de la victoire d'Indiana dans Game 6. On sait que le Game 1, c'était aussi Aaron Smith avec son coup de chaud incroyable au dernier carton qui a permis à Indiana de revenir et d'arracher la prolongation. Ouais. Hommage aussi à Miles Turner, parce que ça fait très longtemps qu'il est là. On le sait que même avec les séries comme Carmelo, déjà à l'époque, il était déjà présent. Et il le dit, hein. Cette équipe-là, c'est une équipe de camarades, c'est une équipe de potes. C'est des amis qui sont entre eux et qui sont allés en finale ensemble. Et c'est ça qui est incroyable. Et on oublie de mentionner que leur saison, elle a commencé bien avant le début de la saison régulière. Vous êtes au courant, hein, que Pascal Siakam les avait rassemblés, qui se sont mis dans une sorte de bulle de travail en Floride pendant 3 semaines. Il y avait toute l'équipe là-bas. Parce qu'ils avaient déjà fait la finale chez la Commission Cup. Ils avaient perdu contre Milwaukee. Ils avaient fait la finale de conf l'année dernière. Ils s'est fait taper par Boston. Bon, Boston l'année dernière, c'était imprenable, faut dire la vérité. Et là, encore une fois, on parle d'une équipe qui a grandi ensemble. Une équipe qui a, sous l'impulsion de Siakam et d'Haliburton, qui ont emmené cette équipe-là maintenant sur la plus grande scène mondiale en termes en NBA, pardon. Non, mais mondial aussi, parce que la NBA, c'est le meilleur championnat mondial. Et donc, ce qui va être intéressant, justement, parce que j'en viens justement au match-up, du coup, OKC-Indiana. Juste avant de te laisser finir, il y a un truc que vous avez oublié sur Haliburton. Il y a un truc qu'on sous-estime beaucoup dans le sport. En fait, on le voit, mais on n'arrive pas à le nommer. Moi, je pense que sur cette série-là, sur ces playoffs-là, Haliburton, il s'est acheté sa place de presque superstar. Je m'explique. En fait, il y a évidemment les performances sportives qui rentrent en ligne de compte, etc., etc. Mais il y a aussi le récit. C'est quoi ton histoire? L'histoire d'Haliburton sur cette saison-là, c'est un sondage qui est fait auprès des joueurs NBA et qui disent que le joueur le plus surcoté de la ligue, c'est Tyrese Haliburton. Ça, je pense que ça, il a gardé ça dans son cœur. On l'a vu très bien. Et à chaque fois qu'il faisait des grosses performances, il allait sur son Twitter et disait « overrate that ». Genre, surestime ça. Et moi, je pense qu'en termes de récit, le mec, il s'est transformé. Il a fait un podcast où il a parlé justement qu'il avait rajouté tu sais, quand t'archives des tweets ou des trucs comme ça, il a dit, il a 200 tweets de gens qui disent des choses négatives à son sujet qu'il a archivé. S'il prend le titre NBA, il va faire que des retweets. Voilà, il sera capable d'aller au truc. Alors, Amandine dit 60. Toi, t'avais dit que c'est les coronets qu'il a. Et surtout aussi, faut rappeler qu'à la team USA où il était sélectionné, il n'a quasiment pas joué. En fait, c'est le dernier, parce qu'on parle de Tatum qui ne joue pas beaucoup. Haliburton joue encore moins. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire qu'il est vraiment venu après, il joue même moins que les Derrick White. Après, lui, il était là pour les films bio. Non, mais on sait qu'il y avait un gros niveau. Mais déjà, en tant que sportif, en tant qu'athlète, on t'emmène déjà dans la plus grosse scène, encore plus que la NBA, c'est les JO. Tu ne joues pas. Vous pensez quoi du titre, du titre de MVP de Siakam de cette finale de conférence? Pour moi, mérité. Bah alors. Je laisse parler. Mérité. Parce que voilà, sportivement, il y a rien à dire. Mais tu vois, c'est là que il manque encore un petit peu de respect sur Haliburton parce que normalement, juste par le respect de son statut, c'est à lui que tu le donnes. Normalement. Temps mort. Voilà. Oh, temps mort, ok. Tu sais que j'avais oublié carrément qu'on faisait les temps morts. Eh oui. Ok, temps mort. Donc, temps mort. Pendant 1 minute, Angelo Tsagaraki sera la parole. On n'a pas le droit de l'interrompre. 1 minute et pas plus. Donc, c'est parti. Mon kiki. Laisse tomber. C'est les jeunes de vieux. Allez, c'est parti. Allez. 3, 2, 1, top. Bon, je prends un petit temps mort. C'est vraiment pas en contradiction avec qui que ce soit, mais c'est juste pour parler un petit peu de cette élection du MVP de la conférence Est. Bien sûr que Siakam est méritant et pour moi, au pire des cas, vous donnez un co-MVP pour la première fois. Tu pouvais pas dissocier Haliburton de Siakam et je pense que c'est dommageable pour Haliburton et c'est là où parfois je suis chafouin avec les élections de MVP parce que il y a des choses qui sont tellement évidentes. Toutes les statistiques avancées, offensives et défensives, sont en faveur de Haliburton. Toutes.
C'est-à-dire que son impact sur et hors du terrain, que ce soit offensivement ou défensivement, elles sont meilleures que celles de Siakam. Ses statistiques sont tout aussi bonnes, si ce n'est meilleures que Siakam. Il est responsable pour beaucoup plus de points que Siakam ne l'est. Siakam est à 25 points et 4 passes. Haliburton est à quasiment 22 points et plus de 10 passes. Et il est le plus clutch de l'équipe. C'est lui qui est le closer. Alors oui, dans le match 6, Siakam met 31 points. Mais malheureusement, moi, ce qui me contrarie, c'est le fait que Haliburton était, à mon sens, le MVP pour les Pacers de cette équipe dans cette série. C'était le MVP. Et si vous voulez, et si vous êtes vraiment dans ah oui, mais Siakam, donnez le co-MVP et on n'en parle plus. Mais je suis chafouin qu'il n'ait pas reçu. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mitch? Pour moi, après, j'ai vu les votes, hein. Le vote, c'était 6 votes pour Siakam et 4 votes pour Haliburton. Donc, ça s'est joué à rien. Mais qui vote déjà? C'est important de le dire, ça. Les médias US, j'ai plus les noms en tête. Mais parce que c'est important aussi. C'est important, ce truc-là. C'est important, mais pour moi, après, bon, co-MVP, on sait qu'ils n'allaient pas donner un co-MVP, hein. On sait qu'ils aiment bien. Ils aiment bien donner un 1. Après, oui, comme je dis, ça c'est juste sur le Game 6. Je pense que... Oh, mais c'est bullshit. Ouais, mais comme on le dit, ça c'est beaucoup joué comme ça, hein. On le donne par exemple, des fois c'est juste, des fois sur un match. Tu te souviens du score final du match 6? C'est, ouais. Pas le match. C'est un 15 points, je crois. Il y a 15 points d'écart, je crois. Il les éclate. C'est 20 points. Donc, ouais, ok, il a mis 31 points sur un match 6 qui est pas chahuté comme... c'est pas comme si Siakam met Siakam met les 6-7 points dans les deux dernières minutes pour faire chavirer le match. C'est le match, il était... Les Knicks ont éclaté, ils ont pas réussi à tenir et Indiana a fait le boulot à la maison. Et même si Haliburton n'a peut-être pas été brillant sur ce match 6 et que Siakam met 31 points, 3 triples-doubles, 4 doubles... avec 4 double-doubles, mais donc un double-double et 3 double-doubles pour 3 triple-doubles, excusez-moi, les double-doubles. 3 triple-doubles, un double-double et des statistiques dantesques à 21 et quelques plus de 10 passes décisives, avec également les tirs clutch et avec le ratio défensif et offensif en sa faveur, son impact sur et en dehors du terrain qui surclasse Siakam. Toutes les statistiques avancées sont en sa faveur. Les statistiques concrètes sont en sa faveur. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, en fait, pour moi, s'il y avait l'un ou l'autre, tu m'aurais dit les statistiques avancées étaient en faveur de Siakam, j'aurais fait, ouais, je peux comprendre aussi, parce que des fois, c'est les choses qu'on sous-estime ou dont on ne pense pas forcément, parce que tu sais bien que de la même manière qu'il y a le délit de faciès potentiellement, peut y avoir aussi le fait que, à l'inverse, il y a l'encensement de quelqu'un qui est super flashy, ou donc on est un peu, voilà, on est emmené par ça. Mais bien sûr. Donc là, de toute manière, que ce soit Siakam ou Haliburton, les deux n'ont pas un jeu flashy particulièrement, les deux ne sont pas respectés à l'international comme étant des superstars, ce sont des super joueurs. Donc pour moi, ils étaient à terrain d'égalité presque à ce niveau-là. Mais après, moi, je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai envie de te faire un virement carrément. mais après, justement, Siakam, il y a quand même un match où je pense qu'il a quand même fait la différence, l'air de rien, c'est quand même le Game 2. Parce que quand t'as quand même un match où tu finis quasiment à 40 points. Ouais, il est à 39. Tu finis à 39 points. Là-bas, à l'extérieur, hein, parce que tu gagnes quand même chez les Knicks, malgré le gros game 1 d'Haliburton là, mais tu mets quand même 40 points. Face à un match-up qu'on rappelle, on sait que c'est Mitchell Robinson et Karl Anthony Towns. Les deux. Tu gagnes quand même ton match-up par rapport à ça. Et ça, faut le reconnaître, hein, parce poche droite, poche gauche. Parce que, certes, il y a eu un match-up entre Jalen Brunson et Tyrese Haliburton, mais aussi un match-up aussi, je pense que, par rapport à Towns. Et je pense pas que, au début de la série, on se dit, ah, mais parce que Siakam, il va autant dominer la raquette new-yorkaise. Je pense que ça aussi, ça joue dedans. Je suis content. Comme ça va nous permettre d'aller dans l'analyse. Je vous pose la question à tous les deux. Je vous donnerai moi ce que j'en pense, mes dessous sur la question. Quelles ont été les clés de la victoire des Pacers face aux Knicks? Pourquoi est-ce que les Knicks perdent? Pourquoi est-ce que les Pacers gagnent? Pour moi, je vais répondre à plusieurs choses. Moi, comme je le dis, Indiana et déjà les Knicks, déjà je vais commencer par les Knicks, défensivement, ça a été mauvais au pire moment. C'est-à-dire que, de un, on a vu que défensivement, c'était pas mal contre Boston. Ils faisaient les efforts, c'était des morts de faim. Mais Indiana, c'est pas Boston. C'est-à-dire que Indiana, c'est une équipe qui a une plus grosse fougue. C'est une équipe qui est rapide et je le disais déjà, Indiana, ça a une capacité à punir. C'est-à-dire que si tu rates derrière, contre-attaque directe, n'importe qui peut aller mettre des points. Indiana aussi s'est transformé en une équipe qui est très très bonne défensivement. Et c'est ça qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est que
aussi bien, c'était réputé pour être très bon offensivement, mais je trouve qu'au moment où il fallait clôturer les matchs, au moment où il fallait serrer la défense, ils ont été capables de le faire. Ensuite, on l'a dit aussi, la profondeur du banc d'Indiana par rapport à la profondeur du banc des Knicks, là on a vu la différence. On a vu que il y avait des facteurs X qui élevaient le niveau, alors que les 2 victoires de New York ont été faites parce que Karl Anthony Towns se réveille dans le game 3 et met 20 points dans le dernier quart-temps, donc un exploit individuel. Et dans le game 5, c'est Jalen Brunson et Karl Anthony Towns qui prennent le match et qui se disent, bon, on emmène les Knicks au game 6. Il y a aucune victoire collective de la part des Knicks dans cette série-là, alors que contre Boston, on l'a vu, hein, c'était des victoires très collectives, c'était des victoires où Michael Bridges faisait 2 interceptions en fin de match, là où on a mis en avant le taf de Josh Hart, de Bridges, de Anunoby. Là, malheureusement aussi, quand on avait besoin d'eux offensivement, ils n'ont pas été là. Peut-être qu'ils ont été cramés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Peut-être que la saison a été longue, t'as plus de 38 minutes de temps de jeu par match. Là, aujourd'hui, tu le sens. Mais encore une fois, le collectif de New York n'a pas été bon. Et j'ai vu aussi des critiques par rapport à Karl Anthony Towns en disant que malheureusement, défensivement, il n'a pas fait le taf. Malheureusement, il a conduit aussi à la défaite des Knicks parce que défensivement, manque de communication, manque de leadership défensif. Oh, il est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Exactement. Offensivement, il y a pas grand chose à dire, hein. Il fait le taf, mais je pense qu'aussi défensivement, quand on est en finale de conf, on attend d'un joueur de son calibre aussi, d'être aussi présent défensivement. Et c'est ce qui a manqué, quand je regarde aussi 138 points encaissés dans le game 1, 130 points encaissés dans le game 4, 125 points encaissés dans le game 4, dans le game 6 par exemple. Je suis désolé. Dans la conférence Est, tu prends pas autant de points. Et je pense que c'est tout ça qu'on fait que Indiana. T'as des éléments à compléter, Flexstar? J'aime beaucoup ce que tu dis. Non, mais pas. En fait, vous avez tout dit. Moi, le seul truc, pour revenir rapidement sur le Siakam et Haliburton, il avait tout pour prendre son MVP parce qu'il a eu une performance historique avec des statistiques folles. Et il a eu un grand moment, un moment historique, un moment de télévision, un moment où tu dis, waouh, on se souviendra très longtemps du shoot d'Haliburton le game 1. Au game 1. Donc c'était juste pour dire ça, mais sur le reste, je suis entièrement Moi, j'ai complété ton propos. Je prenais des petites notes quand tu parlais. Faut qu'on avance quand même sur le reste. Je finis là-dessus et puis on peut terminer le chapitre NBA. Pour moi, le gros problème, en fait, c'est que tu as eu beaucoup trop de pertes de balles du côté des Knicks. C'est-à-dire que, bien entendu, tu as mis en avant le boulot défensif des Pacers, mais pour moi aussi, il y a plein de pertes de balles qui auraient pu être évitées dans la gestion du ballon, justement peut-être avec le manque de collectif, avec les joueurs qui ont été trop dans du duel, qui n'a pas été productif et qui a résulté dans des passes, dans des passes interceptées ou des interceptions sur balle ou autre. Et donc sur ça, tu as un différentiel énorme sur la série en fait. Le taux de conversion des balles perdues des Pacers en comparaison à celui des Knicks, et il était de manière incroyablement énorme le gap, tu vois. Et la deuxième chose que je mettrai en avant, c'est parce que tu as tout dit, Mills, mais moi il y a des situations, on a parlé justement du match-up avec Towns, et c'est là où il y a eu la masterclass de Carlisle. Quel coach. Même sur panier marqué, et c'est ça qui me rend ouf. Et j'en parle toujours à mes joueurs là, que j'aide du côté de Mantes et autres, où je leur explique, mais comment vous pouvez encaisser des paniers, vous, en contre-attaque, alors que vous venez juste de marquer? T'as une situation, hein, ils en ont fait des clips ou autres, mais il y en a eu plein, si tu regardes le match, où ils ont appuyé sur l'accélérateur systématiquement, vu que c'était le match-up Siakam-Towns, même avec Robinson, mais surtout avec Towns, qui traînait un peu de la patte en plus, mais qui n'a pas forcément fait les efforts, faut dire aussi ça, au niveau de la transition défensive. Les Knicks marquent, et c'est Siakam qui finit en contre-attaque alors qu'il était sous le cercle. Après, remise en jeu. C'est-à-dire que tu as remise en jeu, Haliburton, projection vers l'avant, Siakam qui fait le sprint, un dribble, passe, contre-attaque. Et sur ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Tu peux pas gagner à l'extérieur et tu peux pas gagner une série de playoffs si tu autorises un adversaire, alors que tu viens de mettre un panier, de te marquer 2 points dans la gueule sur contre-attaque dans les 3-4 secondes qui suivent. Et ça a été très, très présent tout au long de la série. Donc, entre les ballons perdus, avec le taux de conversion des Pacers qui a été immense, et je pense les match-ups défensifs où les Pacers ont su appuyer sur ça, ils ont appuyé aussi sur la défense en switch,
ou par contre en step out de Jalen Brunson, où il faisait venir celui qui était défendu par Jalen Brunson, venez poser l'écran, vu qu'ils ont des grands gabarits qui sont capables de mettre la balle au sol. Allez. Vu que t'as Siakam, Mismatch. vu que t'as Turner qui sont capables d'utiliser un petit peu, il faisait sortir Brunson qui faisait un step out, parce qu'il faut pas qu'il soit matché sur un grand. Et puis surtout, il voulait pas que ce soit un arrière qui soit matché avec un Towns ou Robinson sur du jeu en isolation à 45. Donc, ils ont fait le parti pris du côté du staff de Thibodeau de faire juste un petit step out avec Brunson et Brunson récupérait. Combien de fois ils ont attaqué le milieu sur ce step out de Brunson? Première action du dernier match. Oui, première action du dernier match. Même le banc des Pacers, tout de suite, ils sont allés voir le coach en mode coach, you did it, coach, you did it. Voilà. Donc, pour moi, c'était ça, je pense, en grande partie. En tout cas, on aura une très belle bataille de coach aussi en finale NBA qui vont démarrer ce jeudi. On le dit. Exactement. Voilà. Exactement. Une petite preview en 10 secondes. Vraiment en 10 secondes. Très rapide. On fera une preview plus poussée. Non, mais Flexa, on va te donner le mot. Mais moi, tout ce que j'ai envie de dire sur la preview de cette finale, au niveau basket, c'est peut-être la finale la plus intrigante. On va se régaler. La plus intéressante qui est. C'est peut-être pas la plus sexy. Mais si vous kiffez le basket, va y avoir, je pense, la possibilité, même si je doute de la capacité des Pacers de gagner cette finale. Je pense que c'est juste trop dur en face. Je pense qu'il y a trop d'armes défensives. Je pense qu'il y a trop de profondeur. Mais, du côté des Pacers, il y a 9 joueurs qui jouent 16 minutes et plus. T'as une fraîcheur qui te permet peut-être de répondre à ce challenge proposé par OKC vis-à-vis de « Ok, nous, on a beaucoup de soldats. Bah, nous aussi, on a vous avez beaucoup de soldats. Nous aussi, on a beaucoup de soldats. » Est-ce que maintenant les Pacers sont capables d'avoir cette adresse extérieure qui leur donne une chance de créer un exploit? Mais au niveau basket, franchement, c'était peut-être pas la finale qu'on attendait, mais j'ai envie de dire, je vais regarder le verre à moitié plein comme j'ai l'habitude de le faire. Et j'ai hâte de voir. En tout cas, entre parenthèses, bien évidemment 2 matchs pendant la saison régulière, 2 matchs gagnés par OKC. OKC qui a eu un temps un peu plus large de repos. Hein. On sait qu'ils ont fini assez rapidement, et on sait aussi que ils avaient fini déjà le premier tour assez rapidement. Maintenant, je pense que c'est l'année d'OKC. Je pense que déjà, on l'a vu après la victoire contre Denver. Shai MVP, 68 victoires, un collectif de dingue. Moi, j'ai envie de voir aussi, c'est la bataille en tout cas. Je pense que le facteur X de cette série-là, ça va être aussi la bataille aussi de coach, la bataille tactique. Comment les équipes vont s'adapter aux deux. C'est des équipes qui se ressemblent beaucoup en soi. Et je pense que ce qui va être intéressant pour conclure, c'est j'espère qu'Indiana va se laisser aller. Se dire que on est en finale, jouons comme on a joué en conférence Est, et pas se dire ouais c'est OKC, on va commencer à vouloir brider, faire un autre jeu, qui continuent à jouer leur jeu. Mais pour moi, je vois OKC max en 6 matchs, 4-2 maximum. Je vois pas de 4-3, 4-1 ou 4-2 OKC. Ok. Bah, voilà. Je vais pas être très original, moi aussi je vais dire OKC, mais je pense que les Pacers avec leur excellent coach Rick Carlisle sont capables de leur poser des problèmes. En tout cas, je pense que dans toutes les équipes là, c'était l'équipe qui aurait pu leur poser le plus de problèmes. Le moment où t'as les Celtics qui sortent, ni les Pacers ni les Knicks ne sont vraiment sur papier en position de venir challenger OKC. Il y a eu un différentiel énorme, et ça aurait été pire si ça avait été les Knicks. Hein. C'est-à-dire que au niveau de la confrontation et de la compétitivité de cette finale, c'est la moins pire configuration d'avoir les Pacers. Ça aurait été les Knicks, ça aurait été pire. Surtout avec le jeu super usant des Knicks, avec le jeu en isolation et le manque de profondeur au niveau du banc. Ils allaient être carbonisés avant le match 1. Quoi. Voilà, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut de la variété. Okay. Bon, long chapitre NBA, les gars. C'était costaud, mais il y avait à dire. Il y avait à dire.